Merci Dr Gégou, merci Laura et merci à VetInTech pour l'invitation. Donc effectivement, je vais vous parler d'un outil numérique et connecté d'aide au diagnostic des asymétries locomotrices chez le cheval. Je vais surtout m'en servir comme exemple, comme prétexte pour vous parler des bénéfices de ce type d'outil pour à la fois la recherche, la clinique et l'enseignement. Je suis moi-même professeur d'anatomie, chercheur en biomécanique équine à l'école d'Alfort. Donc moi j'ai fait mes études ici, mais en plus j'y suis resté. Alors, je pense que je ne vais pas avoir besoin de vous convaincre. On est tous parfaitement d'accord, je pense, avec le fait que les technologies numériques, l'intelligence artificielle, les appareils connectés, le big data en général, impactent nos pratiques dans la vie quotidienne, évidemment, les vétérinaires, les enseignants, eux aussi, nos étudiants également. Donc, tous ces éléments-là sont à prendre en compte. Et il y a beaucoup de défis autour de cela. D'une part, on voit le développement d'un nombre assez impressionnant maintenant de dispositifs qui tournent autour de ces technologies. Il nous reste quand même parfois à faire la distinction entre certains éléments qui peuvent être un peu considérés comme des gadgets un peu à la mode et dont on voit que finalement ils vont assez rapidement passer de mode et pouvoir distinguer ces gadgets d'outils qui soient véritablement transformateurs pour nos métiers et qui soient par ailleurs validés scientifiquement. Puis le deuxième défi, et là je prends ma casquette de directeur des formations, c'est de savoir comment sensibiliser les étudiants à ces pratiques et comment l'enseigner. Mais je rebondis un peu sur la discussion que le professeur Denis a évoquée dans la conférence précédente sur l'enseignement auprès des étudiants médecins. Cette problématique sur les étudiants vétérinaires, elle est elle aussi évidemment prise en compte. Et là, je vous cite la conclusion d'un rapport. Alors, c'est pas uniquement en France, là, c'est un rapport européen. ECCVT, European Coordinating Committee on Veterinary Training. Donc ça date de 2020, donc c'est pas neuf. Et tout ça, ce sont des discussions qui se font à l'échelle européenne au niveau d'une agence qui s'appelle l'A3EV, que vous connaissez peut-être, qui est l'agence d'accréditation des écoles vétérinaires en Europe. Et cette notion-là de prise en compte de la e-santé dans nos enseignements, elle est bien retraduite et elle a conduit à une modification de ce qu'on appelle les Day One Competencies, les compétences au premier jour de nos étudiants. On liste, on a listé entre nous en Europe ce qu'on attendait de chacun de nos étudiants lorsqu'ils sortent de nos écoles. Et cette nouvelle compétence, la notion de e-santé, est bien maintenant incluse dans ces Day One Competencies. Ça prend du temps pour faire évoluer tout ça, pour ensuite l'intégrer dans les cursus, mais c'est évidemment des choses qui sont prises en compte. Bon, alors la question, elle est plus maintenant de savoir si ces technologies seront utilisées ou non. Tous les exemples sont là pour nous le démontrer. Je n'ai pas non plus à vous convaincre sur le fait que c'est probablement l'avenir de la médecine vétérinaire. Vous connaissez la notion de la médecine DCP, prédictive, préventive, personnalisée, participative, basée sur les preuves précises. Bref, ça, c'est des choses que je pense, avec l'audience que j'ai devant moi ce soir, on est tous alignés sur ces éléments-là. La question, elle est plus maintenant de savoir comment on va utiliser ces nouvelles technologies à bon escient et comment former nos étudiants pour qu'ils comprennent à la fois les avantages, mais aussi les limites de ces nouvelles technologies qui peuvent également, bien sûr, en avoir. Donc là, mon objectif, moi, aujourd'hui, je vais partir d'un exemple concret. Je vais prendre l'exemple de cet outil de quantification des boiteries chez le cheval, mais ce n'est qu'un exemple. Pour voir comment ce type d'outils peuvent être intégrés dans les 3 grandes missions d'un établissement d'enseignement vétérinaire. Ces 3 grandes missions, c'est la recherche, la clinique et évidemment l'enseignement. Alors j'ai volé ce schéma à Annick, j'ai pris ça dans le livre blanc. Je trouve qu'il résume bien un peu l'environnement global avec la data, l'intelligence artificielle au milieu. Moi, je vais faire un focus là plus sur un objet connecté, mais évidemment, cet objet connecté, il vient nourrir ensuite, alimenter les bases de données et permettre de générer de l'intelligence artificielle. Donc cet outil, c'est un outil qui permet de quantifier la symétrie chez les chevaux. Vous savez que les problèmes locomoteurs chez les chevaux sont une dominante, et que par ailleurs, l'évaluation de ces asymétries locomotrices des boiteries chez le cheval, réalisées visuellement par un vétérinaire, sont sujet à une certaine subjectivité. Et tous les outils qui vont nous permettre de mieux quantifier ça peuvent être utiles dans cet exercice. Je vais vous parler de l'exemple d'Equisim, qui est le système qu'on a développé à l'école d'Alfort, mais vous savez probablement qu'il existe un très grand nombre de systèmes qui se basent sur des capteurs positionnés sur le tronc, qui sont disponibles en Europe, dans le monde. Vous voyez ici le système qui vient des Pays-Bas, celui-ci des États-Unis, celui-ci la Suède, celui-ci
l'Angleterre. Bref, ce n'est qu'un exemple dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors ça, c'est essentiellement développé initialement pour la recherche et pour les applications cliniques, pour aider les cliniciens dans ce travail de détection de boiterie. Et l'objectif de ces dispositifs, c'est bien d'obtenir une mesure objective, quantitative et la plus objective possible des asymétries locomotrices pour affiner le diagnostic avec des données reproductibles. Alors, quelques pressions sur le principe, juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors, en biomécanique équine, la technique de référence pour mesurer le mouvement chez le cheval ou chez l'homme, c'est ce qu'on appelle la MoCap, pour Motion Capture. C'est ce que vous voyez sur l'image ici à gauche, où on va avoir des caméras, en l'occurrence ici infrarouge, avec des petits marqueurs cinématiques qui sont positionnés sur le cheval. Et ces caméras reliées entre elles permettent de convertir la position de chacun de ces petits marqueurs en des coordonnées 3D. Donc, ça nous permet d'avoir des analyses extrêmement fines et fiables sur les mouvements. Ça, c'est des techniques qu'on utilise depuis plus de 30 ans maintenant chez le cheval. Le problème majeur, on le comprend facilement, c'est que ce type de système est beaucoup trop complexe pour le mettre en œuvre dans un contexte clinique où on a besoin d'une installation la plus rapide possible pour le clinicien et d'autre part de résultats instantanés, ce que ne permet pas la MoCap, pour lequel il faut des temps de calcul qui sont extrêmement longs. Bon, alors la révolution de ces dernières années, la dernière décennie, c'est vraiment deux choses pour ces outils connectés. C'est d'une part la miniaturisation des capteurs. Alors, en l'occurrence, là, ce que vous voyez sur ce cheval et qui est également représenté ici là, sur la petite vidéo, c'est ce qu'on appelle des IMU, Inertial Measurement Unit, centrale de mesure inertielle. C'est fait d'accéléromètre, de gyroscope, de magnétomètre, et ces éléments-là permettent de façon autonome d'apprécier l'orientation d'un objet dans l'espace. La deuxième grande révolution de ces dernières années, c'est les progrès dans les solutions sans fil qui nous permettent maintenant d'avoir des systèmes embarqués avec beaucoup moins de matériel que ce dont on avait besoin il y a pas plus de 15 ans. Alors, tout ça nous a permis de développer donc des outils connectés utilisables du coup maintenant directement sur le terrain et en dehors de conditions de laboratoire qui sont trop éloignées de celles dont ont besoin les cliniciens. Alors, le système, on l'a développé avec la société Arioneo, en collaboration. Le système qu'on a mis en place, il est fait de 7 IMU, 7 de ces capteurs sur la tête, sur le garrot, sur la croupe. Il y en a un également sur chaque membre. Et chacun de ces capteurs est contrôlé à distance par un iPad qui permet d'enregistrer les données fournies par ces capteurs et d'autre part de calculer, de mesurer. Et par ailleurs, vous constatez que ces mesures sont synchronisées avec une vidéo qui est réalisée avec l'iPad de manière à avoir une trace vidéo également de ce qui est du mouvement du cheval. À partir des données accélérométriques, les accéléromètres qui sont contenus dans ces IMU, alors voilà le type de signal qu'on observe quand on fait des mesures accélérométriques. On va convertir ça par des algorithmes pour obtenir des déplacements verticaux. Et vous voyez ici les courbes qu'on peut obtenir, déplacements verticaux de 3 marqueurs de référence, celui qui se trouve sur la tête, celui qui se trouve sur le garrot, le deuxième signal, et enfin celui qui se trouve sur la croupe. Chacun de ces marqueurs pouvant être utilisés pour apprécier des boiteries. Alors boiterie antérieure quand on va être sur le garrot, boiterie postérieure quand on va être sur la croupe, la tête pouvant avoir une indication supplémentaire pour distinguer justement ces boiteries antérieures et postérieures. Alors juste quelques mots de principe pour que vous compreniez comment à partir de ces données de déplacement vertical, on peut calculer une asymétrie. Le principe est extrêmement simple. Si vous regardez ce cheval ici, là, qui a les 4 pieds en l'air, il n'est pas au sol. Dans cette position-là, si vous regardez le déplacement vertical du garrot, vous constatez que le garrot, dans cette position, atteint une altitude qui est maximale. Et puis lorsque le cheval va poser son membre antérieur gauche, le posé dans l'antérieur gauche va être représenté là par ce petit carré rose. Lorsque le membre pose son membre antérieur gauche, le garrot, de façon assez évidente, descend. Il atteint l'altitude la plus basse lorsque le membre est mis en charge. Au maximum de la mise en charge du membre, l'articulation ici s'étend et donc le garrot descend. Et puis, lors de la phase de propulsion de ce même membre antérieur gauche, on va voir le garrot remonter, l'élévation du garrot qui correspond à sa phase de propulsion antérieur gauche. On va trouver exactement le même phénomène une fois qu'on arrive sur la phase d'appui antérieur droite. D'abord, descente du garrot lors de l'appui antérieur droit, propulsion de l'antérieur droit, le garrot remonte et on se retrouve avec un deuxième maximum. Donc, le principe est extrêmement simple. On a 2 oscillations. Une première oscillation pour l'antérieur gauche, une deuxième pour l'antérieur droit, et on va calculer des asymétries entre ce qui se passe à gauche et ce qui se passe à droite. Et vous voyez que, par exemple, sur cet exemple-là, vous constatez ici que le garrot descend moins bas
lorsque l'antérieur droit est à l'appui. Ceci traduit le fait que ce cheval charge moins son membre antérieur droit par rapport au membre antérieur gauche. Il y a un report de force sur l'antérieur gauche. Ce cheval est boiteux du membre antérieur droit. Bon, donc le principe est relativement simple. Ici, je vous l'ai montré sur un capteur qui est positionné sur le garrot pour une boiterie antérieure. On peut faire exactement la même analyse pour une boiterie postérieure avec le capteur positionné sur la courbe. À partir de ces mesures, on va pouvoir en déduire des indices qui vont être des données quantitatives chiffrées, qui sont simplement le rapport entre le côté gauche et le côté droit. Ici, on regarde la courbe d'un cheval sain, vous voyez que la double oscillation est symétrique, et on va se retrouver avec des rapports entre la droite et la gauche qui sont proches de 0, puisque c'est symétrique, et on le représente graphiquement sur une vue dorsale du cheval. Vous voyez ici que ces indices sont donc à peu près autour de la ligne médiane, puisqu'ils sont proches de 0. À l'inverse, quand on va observer une boiterie antérieure gauche, ce décalage qu'on trouve ici à gauche va se traduire sur les indices par une déviation des indices du côté de la boiterie, donc ici du côté gauche sur cette image d'un cheval vu de dessus, et bien sûr l'inverse lorsque la boiterie est du côté droit. Bon, donc données quantitatives qu'on va pouvoir analyser de cette façon. Alors mon objectif moi aujourd'hui, ça va être de vous montrer à travers cet exemple comment ces outils connectés, premier élément qui est fondamental pour moi, comment ces outils connectés et tout ce qui concerne les technologies digitales, mais pas que, toutes les technologies de mesure finalement, doivent s'appuyer sur la recherche. Et en retour, comment ces technologies digitales peuvent alimenter la recherche, et notamment par l'intelligence artificielle. Ensuite, comment ces technologies peuvent améliorer la pratique clinique. Et puis enfin, comment ces outils peuvent être utilisés pour, alors dans cet exemple précis, mieux former nos étudiants au diagnostic des boiteries, mais plus généralement pour sensibiliser nos étudiants aux avantages, mais aussi aux limites de ces technologies digitales, voire à l'intelligence artificielle. Alors, développement d'outils fondés sur la recherche. Ce n'est pas parce qu'un outil est numérique ou tout neuf qu'il doit échapper aux règles d'une validation scientifique rigoureuse, et on n'échappe pas évidemment à l'évaluation de son exactitude, de sa précision, de sa reproductibilité, de sa sensibilité, de sa spécificité. Et donc en quelques mots, sur l'exemple que je vous présente ce soir, exactitude, précision, les moyens simples de le faire, de comparer les mesures effectuées avec cet outil, avec les techniques de référence. Je vous ai parlé de la mocap tout à l'heure, qu'on utilise comme gold standard. Et vous voyez que si on compare les courbes obtenues avec les techniques de référence, là, ce cheval-là, il est équipé à la fois d'IMU, mais également de marqueurs cinématiques. Donc, on va mesurer avec les deux techniques des déplacements équivalents, et on constate effectivement que les deux techniques sont bien corrélées. Vérifier également que les mesures sont des mesures itératives, effectuées notamment par des opérateurs différents, qu'ils soient expérimentés ou novices, sont suffisamment répétables. Donc ça, c'est des études qui ont été réalisées, alors notamment par des étudiants vétérinaires. Iris, qui a participé à ces travaux, on a fait sa thèse vétérinaire, donc en utilisant le système sur plusieurs chevaux, avec plusieurs opérateurs, avec des répétitions pour calculer et évaluer la variance liée à l'opérateur. Dernier point, sensibilité, spécificité, qui est fondamentale. Ici, je vous montre un graphique qui est là encore un exemple, où vous voyez ici en vert des index qui ont été calculés sur 36 chevaux sains, donc chevaux sains en vert, et puis les mêmes indices calculés sur une population de 91 chevaux présentant cette fois-ci une boiterie antérieure gauche. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, pour cette boiterie postérieure gauche, pour ces boiteries postérieures gauche, les indices se déplacent vers la gauche. Néanmoins, vous voyez assez nettement que la frontière entre les chevaux sains et le chevaux boiteux, elle n'est pas parfaitement linéaire. Et ça s'explique aisément parce que, d'abord, aucun cheval sain, même le plus sain, n'est parfaitement symétrique. Donc on n'a jamais enregistré de chevaux qui soient parfaitement à 0%, ça n'existe pas. Tout cheval, tout comme nous avons une certaine asymétrie dans nos déplacements. Cette asymétrie, un certain degré d'asymétrie est parfaitement physiologique. Il y a des gauchers, il y a des droitiers, c'est la même chose chez nos mammifères domestiques et chez le cheval. Donc, importance d'interpréter ces données par la clinique, évidemment, et puis par des méthodes statistiques, notamment les courbes ROC que vous connaissez peut-être, où on va aller chercher la sensibilité et la spécificité de chacun de ces indices en établissant des seuils pour lesquels la sensibilité et la spécificité est maximale. Donc, on va essayer d'aller le plus en haut à gauche de ces graphiques pour avoir un maximum de sensibilité et spécificité sur les seuils établis. N'empêche que quand vous voyez un seuil établi ici, on constate qu'il y a quand même des faux positifs et des faux négatifs.
Donc, il est évident que même le caractère numérique ou nouveau d'un nouveau système ne l'exempte pas d'une interprétation clinique rigoureuse, en prenant en compte spécificité et sensibilité de ces systèmes. C'est bien sûr une aide au diagnostic, ce n'est pas un remplacement du clinicien qui continue à réfléchir sur les datas qu'il collecte. Alors, enfin, pour le dernier point sur la recherche, évidemment, là je vous ai montré les étapes de validation, et surtout, ce que ça nous permet, ces outils connectés, c'est finalement derrière d'aller plus loin dans la compréhension des phénomènes, avec cette fois-ci la génération de bases de données. On a maintenant plus de 1500 chevaux qui ont été enregistrés avec ce type de capteur. Chacun de ces chevaux ont par ailleurs été vus par des cliniciens expérimentés au Sierra en Normandie. Et puis, on a donc une labellisation de l'ensemble des examens de ces chevaux et de leur diagnostic clinique final. Donc, premier élément, mais ça nous permet dès maintenant là, de générer des modèles d'apprentissage supervisés pour des classifications automatiques des boiteries. Et puis, avec des techniques de deep learning, des réseaux de neurones, d'aller chercher alors, des évolutions du système lui-même, parce qu'on s'aperçoit que là, on a un système avec 7 capteurs. Avec l'ensemble des données qu'on a engrangées, on s'aperçoit que certains des capteurs peuvent être redondants, et on arrive, grâce à l'intelligence artificielle, maintenant à réduire, au lieu d'être à 7 capteurs, à aller à 3 capteurs pour les mêmes résultats, ce qui permet de faciliter le travail du clinicien sur le terrain. Et puis, dernier élément là qu'on est en train de travailler, qui va nécessiter encore plus de chevaux dans notre base de données. Vous avez compris qu'avec ce système, on peut déterminer le membre boiteux. On va pouvoir aller plus loin, puisqu'on associe à chacune de ces courbes biomécaniques le diagnostic final. Donc, quelle articulation, quel tendon, eh bien, on va mettre en œuvre ces systèmes-là pour essayer de prédire l'emplacement anatomique et la nature des lésions à partir des données biomécaniques, donc avant même de faire de l'imagerie. Alors, l'objectif de tout ça, c'est d'abord de soutenir le travail des cliniciens, deuxième volet, un volet clinique, donc améliorer la précision de la détection des boiteries, quantifier des changements discrets, par exemple pour des anesthésies diagnostiques. Vous savez que chez le cheval, pour mettre en évidence le site douloureux, on va réaliser des anesthésies des nerfs qui se trouvent sur le membre, sur l'extrémité distale du membre. Et lorsque la boiterie disparaît, on considère que le territoire qui a été insensibilisé est le territoire responsable de la boiterie. C'est l'interprétation de ces anesthésies diagnostiques, elle n'est pas simple en clinique, c'est une interprétation subjective. On retourne voir le cheval après l'anesthésie une vingtaine de minutes après le premier examen, et c'est souvent difficile de faire une comparaison efficace et fiable entre le premier examen et l'examen après anesthésie. Avec ce type de système, on peut comparer de façon quantitative l'évolution d'une boiterie. Vous voyez ici par exemple, alors une boiterie postérieure droite, on voit ici là encore là, sur la courbe verte avant l'anesthésie que le postérieur droit était moins mis en charge, et on s'aperçoit qu'après l'anesthésie métacarpienne distale, cette mise en charge est augmentée. Donc on a bien ici une boiterie qui est réduite, on voit l'indice se déplacer vers le plan médian, et donc une anesthésie qui était positive. On peut également, avec ces systèmes, on a développé donc tout l'intérêt d'avoir donc un système qui est connecté et qui du coup déverse les données vers un cloud, et donc récupérer les données à distance après les avoir enregistrées sur le cheval. Ce qui permet un suivi de la rééducation à distance avec des mesures consécutives qui vont s'étaler dans le temps si le cheval est vu plusieurs fois, et ce qui nous permet de faire un suivi quantitatif. Vous voyez ici par exemple l'effet d'une ferrure orthopédique qui permet d'améliorer ici l'indice de ce cheval là il y avait 2 mois entre les deux mesures. Même chose pour la détection d'anomalies précoces, lorsque les chevaux sont équipés de ces capteurs, avant même d'être boiteux. Bien en fait, on va observer de façon extrêmement précoce des déviations par rapport à une courbe normale, qui va être un signe qu'un défaut d'anomalie est en train d'apparaître, une anomalie est en train d'apparaître. Et puis enfin, accès à la télémédecine, surveillance à distance et à la téléexpertise, comme je vous le disais, via une plateforme web qui permet de partager les données de ce système entre le cavalier et l'entraîneur, son vétérinaire traitant et éventuellement un spécialiste qui peut, par simple partage de ces données, pour le cavalier et le vétérinaire, pour le vétérinaire, il est facile d'aller ensuite donc partager en indiquant sur le site web avec quelle personne il souhaite
évoquer ces données et donc mettre en commun ces différents éléments et le diagnostic. C'est d'ailleurs ce qu'on met en œuvre là, actuellement sur certains chevaux de l'équipe de France là, pour les Jeux Olympiques, pour lesquels les cavaliers ont ces systèmes dans leurs écuries, donc mettre en place le système toutes les semaines. Le veto, lui, il n'a pas besoin d'être là toutes les semaines, il va juste récupérer les datas, donc vérifier à distance que, effectivement, la locomotion de ces chevaux, qui sont suivis à peu près, eh bien, ne se détériore pas dans le temps. Bon, enfin, dernier élément, j'en arrive à celui-là, le troisième volet enseignement. Alors, si je reste sur l'exemple précis ici, déterminer l'existence d'une boiterie pour nos étudiants en formation initiale, et en particulier ceux qui ne sont pas particulièrement familiarisés avec le cheval, c'est un exercice qui est difficile, ça nécessite un apprentissage. Moi, je vous ai dit tout à l'heure que j'étais anatomiste, je suis parfaitement convaincu que apprendre à observer, c'est une qualité absolument essentielle pour le vétérinaire. Et c'est pas forcément inné, donc ça s'apprend à observer et décrire. Alors, et avec toutes les applications que ça peut avoir pour le vétérinaire, pour l'examen clinique, l'imagerie médicale, etc. Et ces outils nous permettent, alors pour l'exemple que je vous évoque là ce soir, d'avoir des données quantitatives qui offrent une possibilité de mieux expliquer, de mieux démontrer. Alors pour nos étudiants, sur ces exercices-là, on peut commencer par les préparer à faire ça avant d'arriver dans leurs années cliniques. On a construit des modules d'e-learning sur ce type sur des cas cliniques, qui sont des cas cliniques de boiterie. On a fait ça, peut-être que vous connaissez cette société, Wolf Learning Consulting, Grégory Casseleux, qui je crois participe souvent à ce genre de congrès. Donc ces modules d'e-learning sont des cas cliniques où les étudiants peuvent évidemment voir des vidéos, mais également avoir un feedback grâce à l'approche biomécanique pour leur expliquer ce qu'ils doivent voir et ce qu'ils peuvent, comment mieux comprendre la façon d'analyser. Alors de façon concrète, vous voyez ici, alors là si je prends un exemple, les étudiants commencent par regarder une vidéo du cheval qui se déplace dans des conditions tout à fait classiques de l'examen locomoteur. On leur demande ensuite d'évaluer la boiterie, donc d'abord de sélectionner le membre qui leur paraît boiteux, puis de mettre un grade à cette boiterie en utilisant les échelles habituelles. Et puis, à la suite de ça, donc l'étudiant peut bien sûr se réussir ou se tromper, et à la suite de ça, il va avoir un feedback qui est réalisé sur la base des courbes que je viens de vous montrer pour leur expliquer exactement ce qu'il fallait regarder et là où les données quantitatives peuvent les aider à comprendre. Et d'ailleurs, à la fin de ce feedback, le dernier élément qu'on va leur proposer est de pouvoir vraiment regarder à nouveau la vidéo tout en ayant la courbe sous les yeux. Et là, ça va permettre d'aller regarder précisément, ici le capteur est positionné sur le garrot, de regarder la position du garrot sur la vidéo en même temps que la mesure quantitative, donc leur permettre de comparer ce qu'ils voient avec ce que l'appareil mesure pour les aider à comprendre. Bon, dernière étape, ça c'est de la préparation. Évidemment, après, il faut de la mise en situation réelle. Donc, nos étudiants sont encouragés à utiliser ce système qui est disponible au CIRAL pendant leur rotation clinique en équine. Les objectifs étant doubles. Un, améliorer leur compréhension, accès direct aux courbes synchronisées, aux vidéos pour revoir, mieux comprendre. Donc, c'était en virtuel avec le module e-learning. C'est maintenant en direct avec un cheval sous les yeux. Et puis ensuite, se familiariser de façon plus générale avec les outils connectés. Mieux comprendre les avantages, les inconvénients, les limites, à travers des études de cas réels. Bon, on a tous déjà entendu cette question et on a tous déjà entendu la réponse à cette question qui est assez pertinente, je pense. Nous, en tant qu'enseignants-chercheurs, on a deux grandes missions, je pense, autour de ça. D'une part, en tant qu'enseignants, accompagner nos étudiants dans cette transformation, nous-mêmes nous adapter à ces nouvelles technologies, c'est pas une évidence pour tout le monde et c'est des choses qui prennent un peu de temps. Et puis également, ne pas oublier de porter un regard critique sur les applications de ces systèmes pour en apprécier parfaitement les éventuelles limites. Puis en tant que chercheur, rôle crucial pour construire cet avenir des technologies digitales, comme tout le reste de notre science vétérinaire sur des bases scientifiques solides et également faire participer nos étudiants à cela pour leur inculquer ces principes. Donc les défis sont doubles pour moi, donc encadrer par la recherche le développement de ces outils pour évaluer leur efficacité, leur bien fondé, et puis sensibiliser nos étudiants
Alors vous le voyez, hein, plutôt par l'application pratique, en ayant les outils entre les mains. Donc ça nécessite que les écoles en produisent des outils de ce type, hein, et les utilisent. Mais je pense que ça sera beaucoup plus efficace de mettre les étudiants en situation réelle plutôt que de leur inculquer de la théorie pure sur la e-santé en général. Et également en les impliquant dans les processus de recherche et de développement sur ces systèmes de manière à les y familiariser. Alors, je vais d'abord remercier l'ensemble des équipes qui participent à ces travaux. Vous voyez qu'on n'est pas seul, hein. Alors, il nous faut des cliniciens, il nous faut des biomécaniciens. On a également donc, un accompagnement, un partenariat public-privé avec des entreprises qui nous permettent de développer les systèmes et également de participer au financement, bien sûr. Je voyais également la liste des étudiants ici qui participent à tout ça et je vois Chloé dans la salle. Il faudra que je rajoute bientôt le nom de Chloé qui démarre une thèse sur le sujet. Merci pour votre attention. Je vais prendre les questions, mais j'ai une question pour vous avant, pour voir si vous avez bien compris tout ce que j'ai raconté. Allez, on regarde un cheval. Alors, il est au ralenti là, hein, c'est pour faciliter un peu le travail. Alors, antérieur droit, antérieur gauche, postérieur droit, postérieur gauche. Je vous laisse réfléchir, je prends les questions en même temps si vous voulez. Bon, je vous aide avec la courbe. Si j'y arrive. Bon, si je regarde les courbes, là, si vous regardez le cheval, si vous regardez ce qui se passe sur le carré rose, c'est l'appui du postérieur gauche. Carré bleu, c'est l'appui du postérieur droit. Là, le capteur a été positionné sur la croupe. Et vous voyez que lorsque ce cheval se déplace, je le remets en mouvement. La descente de la croupe, hein, donc la descente de la croupe est un peu moins importante, sur le postérieur droit. Donc moins de mise en sage du postérieur droit. À l'inverse, lors de l'appui du postérieur gauche, le cheval met plus de poids sur ce membre et par ailleurs propulse plus haut sa croupe vers le haut. Bon, donc vous voyez, si vous regardez ça de derrière, là, vous constatez le mouvement asymétrique, il propulse plus haut, il monte plus haut et là il monte un peu moins haut. Donc mouvement asymétrique entre les deux. On est bien, je regarde vos réponses, sur une boiterie postérieure droite. Bravo. Merci à tous.